partie 6 sur 6. Et le peintre peut aller encore plus loin dans le trompe-l'œil en recréant carrément un véritable jardin avec des arbres, des fleurs, des herbes hautes, des oiseaux. On en a même vu avec des papillons. L'évocation du ciel et de la végétation donne la sensation d'un espace presque infini. Les fresques de la maison de la demeure sont pleinement inspirées aussi des décors de théâtre. Elles créent un espace presque réel en suggérant le volume sur une surface plane. Et ça me rappelle l'époque où on mettait, alors c'est passé de mode évidemment, c'est très années 80-90, mais 1900. Mais quand on avait un papier peint qui avait une forêt ou une grande plage exotique, etc., ça donnait l'impression de. Aujourd'hui, ça fait juste un peu ridicule, mais à cette époque-là, en tout cas, c'était souvent utilisé. Ça donne parfois aussi, à cette époque-là, l'illusion de la perspective quand on multiplie les plans à l'aide d'objets peints avec parfois un réalisme assez saisissant, des vases, un mobilier, des masques, des coupes de fruits, des statuettes, etc. Le décor peut même être enrichi de colonnes végétalisées, voire même parfois doublées, c'est-à-dire c'est peint et vous avez une vraie ou une fausse colonne en péristyle. C'est assez étonnant. Il y a des choses assez chouettes qui ont été faites. L'ouverture sur l'extérieur, les colonnades en profondeur mettent en scène un autre espace, un autre monde auquel on peut accéder en franchissant la fausse porte qui peut être aussi un espace de séparation entre le monde réel, le monde des dieux. Chacun voit midi à sa porte. La religion tient quand même une place importante dans la décoration de la maison. Elle est incarnée par ce qu'on appelle la tolos. C'est le bâtiment religieux de forme circulaire qui va abriter la statue d'une divinité ou, encore une fois, d'une personnalité du monde réel élevée au rang de Dieu, ou encore par le trépied qui supporte très souvent le buste d'un dieu. Le sol aussi est richement décoré. Ça, c'est ce qui change par rapport à nous aujourd'hui. Il accueille de belles mosaïques réalisées avec de toutes petites tesselles pour imiter au mieux la peinture. Plus c'est petit, évidemment, plus c'est un peu comme sur nos télés. Évidemment, plus les pixels sont petits, plus il y en a et plus c'est fin et plus on a l'impression de la réalité. Là, c'est la même chose pour les mosaïques. Évidemment, elles représentent des scènes mythologiques, des activités commerciales, des animaux vivants. La petite taille des tesselles favorise, encore une fois, ce côté réaliste. C'est très impressionnant. Dans la chambre à coucher, le propriétaire va même préférer rassembler des scènes érotiques. Chacun fait ce qu'il veut. Les fresques de la domus ou de la villa ont pour but toujours d'impressionner les visiteurs, de susciter une réflexion philosophique ou religieuse. Le domaine quand même artistique de l'âme ou de la philosophie sont importants. Ça prend place dans les salles de réception comme le triclinium, l'atrium. Ça peut mettre, dans certains cas, plus encore, le réalisme, ça peut pousser le réalisme en mettant en scène des personnages grandeur nature qui vont évoluer comme ça dans ce décor fictif, et les pigments qui sont utilisés pour la réalisation de ces peintures sont très chers, et ça souligne encore une fois la richesse du propriétaire. C'est un signe extérieur de richesse. La minutie des éléments figurés témoigne de la grande habileté des peintres romains qui sont réputés à ce moment-là dans tout l'Empire. Les maisons, les thermes, les fontaines qui ponctuent les carrefours des rues romaines sont donc fatalement alimentés en eau par un outil urbanistique fondamental quand on parle de la cité romaine ou gallo-romaine, l'aqueduc. La ville de Saintes, on va y revenir, à l'époque gallo-romaine, c'est Mediolanum. C'est donc la capitale de la Gaule aquitaine. Son aqueduc a été construit en 3 étapes et il présente des aménagements très originaux à la convergence de ces 3 sources. La ville est dotée d'un premier aqueduc qui est long de 8 km, alimenté par une source sanctuaire en forme de nymphée, la font Morillon à fond couverte, qui se visite. L'eau s'engouffre dans un tunnel, 3 ponts aqueducs, ensuite puis un pont siphon doté de tuyaux de plomb qui traverse la Charente avant de terminer sa course dans les bains publics de Saint-Vivien. La qualité du travail, les techniques employées suggèrent que ce système a été mis en place par les armées romaines elles-mêmes et des sous-traitants qui sont venus de Rome. Le conduit antique est situé en amont de la première source et il est alimenté par le ruisseau qui s'appelle l'Escambouille. La population va augmenter très fortement à l'époque de Claude, au 5e siècle, ce qui entraîne la construction de nouveaux thermes à Saint-Saloine. Et donc ce nouveau bâtiment nécessite l'installation d'un 2e aqueduc qui va multiplier par 4 le volume d'eau transportée.
tout en réutilisant et en adaptant tous les éléments du précédent aqueduc. Il est allongé, lui, de 10 km, dans le but de capter, encore une fois, d'autres sources, le Grand Fond et le Vénérand. Ce nouveau système hydraulique est doté de 6 nouveaux tunnels, d'un pont-aqueduc supplémentaire, d'un déversoir, d'un nouveau pont-siphon et de réservoirs. Et vous avez un troisième aqueduc qui construit ensuite, parce que la ville, encore une fois, là cette fois va pas s'agrandir, mais va se renfermer derrière de hauts remparts et donc va se doter de nouveaux termes. Les différentes étapes de la construction ont été établies grâce aux travaux de recherche et d'études qui ont été entrepris par la Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime depuis 2003. Il faut souligner l'effort incroyable du boulot qu'ils font. Ça permet d'actualiser les connaissances sur ce témoignage assez extraordinaire d'ingéniosité qui a été laissé par les ouvriers romains. Et surtout, ça permet d'affiner les connaissances sur les sources qui alimentent l'aqueduc et les techniques qui ont été utilisées et qui ont évolué avec le temps. Ces études ont mis en évidence la présence de norias, c'est des machines hydrauliques, sur les sources du deuxième aqueduc. Et en plus, elles révèlent que le tunnel du premier a été creusé selon une technique différente de celle qui était admise jusqu'alors, une technique qui date d'avant notre ère. Or, tenez-vous bien, normalement, cette technique n'est censée apparaître en Gaule qu'au IIe siècle de notre ère. Ce coup de tonnerre historique pourrait tout simplement suggérer la présence de maçons venus spécialement de Rome parmi les ouvriers. Et voilà pourquoi, je reviens sur ce que je vous ai dit dès le départ, sur les navires qu'on a trouvés, etc. Pourquoi chaque découverte est importante, parce qu'elle peut nous en apprendre énormément sur la ville en question. Le deuxième aqueduc est doté de puits, alimentés par des sources sanctuaires. Là encore, on va souligner la qualité de l'architecture. Mediolanum est doté d'un complexe hydraulique unique dans le monde antique, avec 3 bassins monolithiques en pierre, supportés par 2 autres bassins inférieurs maçonnés, un cloaque qui permet l'évacuation des eaux de nettoyage, des bassins inférieurs par des tuyaux de plomb, encore en place aujourd'hui, figurez-vous. La convergence des 3 sources donne l'occasion aux chercheurs d'observer différents effets hydrauliques, parmi lesquels ce qu'on appelle l'effet de Venturi. C'est le fluide en écoulement, l'eau donc évidemment, qui subit une dépression là où la vitesse d'écoulement augmente ou au contraire se rétrécit. Le premier aqueduc se termine à l'entrée de Saintes, au lieu dit la Berlingue, qui est le point où se rejoignent les grandes routes romaines qui viennent de Lyon, de Poitiers, qui n'est pas très loin, de Bourges et de Périgueux, en une voie unique, le fameux Decumanus Maximus. Et le nettoyage qui a été réalisé dans un lavoir moderne, situé à proximité de la source de la Grande Fonte, a mis en évidence la présence de pas mal de graffitis sur les murs, principalement des symboles chrétiens, tels que le chrisme, vous savez, c'est la croix en X, avec en général le symbole rho qui traverse, pour faire creux, pour faire le son creux, chrisme, chrétien, Christos en grec, le poisson également, et un fauteuil qui reproduit à pas mal de reprises peut-être le siège de l'évêque, la fameuse cathèdre. Je ne rentre pas dans les détails. Les chercheurs se sont aperçus que ce lavoir était en fait un bassin alimenté par l'aqueduc qui pourrait être peut-être une piscine baptismale. Il s'agirait donc d'un baptistère paléochrétien creusé au IIIe ou au IVe siècle. Cette ville peut vraiment nous en apprendre énormément, et c'est loin d'être fini, comme je vous disais. L'ensemble hydraulique donc, de la ville a été classé au titre des monuments historiques en septembre 2011 et il est prévu d'ouvrir les 3 premiers sites au public cette année, en 2023. À son apogée, on va dire milieu 2e siècle, Mediolanum s'étend sur près de 100 hectares et abrite jusqu'à 20 000 habitants. 20 000 habitants, c'est la ville d'Auxerre aujourd'hui, si vous voulez. La ville amorce ensuite son déclin, ne va pas résister aux invasions barbares, ou en tout cas va résister un petit peu parce qu'ils vont élever des murailles assez puissantes, la ville ne sera pas détruite, et les pierres qui composent le rempart sont issues tout simplement de basiliques et de mausolées qui ont été abandonnés. Donc, en conclusion, grâce à ce petit tour en prenant Saintes, donc en Charente, comme exemple le plus souvent possible, on a une meilleure connaissance, si vous voulez, des bâtiments d'une cité romaine qui revêt une importance cruciale pour comprendre le monde contemporain. J'insiste, ça nous permet d'appréhender l'ingéniosité, l'ingénierie romaine qui ont influencé la conception des infrastructures modernes, des aqueducs aux routes.
Le système de planification romain aussi, caractérisé par la création de rues organisées en grilles, l'aménagement de forums, a jeté tout simplement les bases de nos villes modernes. Qui plus est, l'architecture romaine a laissé des traces dans les styles architecturaux et les techniques de construction adoptées par les civilisations qui ont suivi. Les arcs, les voûtes, les dômes romains ont été repris, adaptés au fil des siècles. Ils ont influencé les édifices emblématiques comme les cathédrales gothiques ou les bâtiments néoclassiques. Enfin, l'étude des bâtiments romains offre des coups de projecteur sur l'organisation sociale, politique et économique de l'Antiquité. Les forums, les thermes, les amphithéâtres, les habitations fournissent des indices sur la vie quotidienne, la culture et les valeurs romaines et comment ces éléments ont finalement façonné la société contemporaine. Donc, connaître les bâtiments d'une cité romaine, tout simplement éclaire notre compréhension de la manière dont l'ingénierie, l'architecture et la société romaine ont laissé une empreinte durable sur l'évolution des villes et des civilisations jusqu'à nos jours. On finit avec la bibliographie, évidemment, de Jonathan Letup, Naviguer sur les rivières, l'archéologie des fleuves et des rivières dans l'Archéologia d'avril 2023, d'Alain Bouette, le Forum romain dans Archéologia de juin 2016, de Jean-Louis Hilleret à Saintes, 3 constructions successives, aqueduc de Gaule romaine, dans Dossier d'archéologie, de Gérard Coulon, 2 ouvrages, excellent Gérard Coulon, Les Gallo-Romains, Vivre, Travailler, Croire et se distraire, ça date de 2006, et puis Les Gallo-Romains chez Armand Collin, 2 ouvrages, Les villes, les campagnes et les échanges dans le tome 1 et dans le tome 2, Métiers, vie quotidienne et religion. Vous saurez donc tout ce que vous avez voulu savoir sur la Gaule romaine et sur la cité romaine en général. À la semaine prochaine, salut. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.